Bonjour Christelle. Bonjour Excellence. Comment vas-tu? Très très bien. Ça chez va? vous? Mais la bienvenue chez moi alors. Je constate qu'il y a pas mal de fleurs. Ah oui, tout à fait. Vous aimez les fleurs? Oui, j'adore beaucoup. Ah, pour les bonsaïs? Non, les sakura. Les sakura. Tout le monde aime. Voilà. Ça vous rappelle un peu les Voilà. Alors nous avons des questions, Excellence, Oui, qui viennent des internautes. d'accord. De partout dans le monde. Oui. Qui veulent un peu savoir qui vous êtes, vos opinions. Alors, la première question nous vient de Bouki Touré. Oui. Il vous dit pourquoi vous appelle-t-on Bogota, Excellence? Ça remonte très loin dans ma jeunesse quand j'étais étudiant. Ok. Vous savez, à l'université, nous avions donc beaucoup d'idéal. Donc on m'appelait le Che, on m'appelait Bogota, voilà, Che Guevara. Et vous savez que j'ai dirigé le mouvement étudiant à l'époque. Donc mon nom, ce surnom est parti de là. Ok. Passons à celle de Arsène Adingra qui dit qu'est-ce qui explique votre passion pour les réseaux sociaux? Parce que vous postez, vous tweetez. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de la gestion donc, de la gouvernance politique et on ne peut plus gérer nos États comme on les gérait en 1960. Je suis allé en Corée, à Séoul, mais savez-vous qu'il n'y a plus de papier comme ça? Les députés ont des ordinateurs. C'est votre rêve pour ici aussi? Ah oui, mon souhait, c'est un jour de numériser et de rendre totalement notre assemblée numérique. Justement, relativement à cette question, il y en a qui disent, est-ce que c'est vraiment le président qui tweet? Est-ce que c'est lui qui poste? Est-ce qu'il lit les réponses? Non, mais ceux qui sont des habitués de mon compte Twitter ou de mon compte Facebook peuvent faire la différence lorsque c'est moi qui tweete ou quand c'est mon service de communication. Généralement, les tweets qui sont précédés de l'abréviation GS, Guillaume Soro, c'est authentifié, c'est moi qui les ai tweetés. Ah d'accord, là on a le code maintenant. Mais est-ce qu'il vous arrive sur les réseaux d'avoir autre chose que des... Enfin, est-ce que vous avez été approché, pourquoi pas par la jeune féminine? Pourquoi pas? Oui, il y a tout sur les réseaux sociaux. Non, je crois que les gens ont beaucoup, et je dois les remercier, ont beaucoup de respect et de considération pour savoir que je suis là sur les réseaux pour donner de l'information et pour partager de l'information. Ah non, vraiment pas. Alors la question de Jean-Joël Tony nous dit qu'il paraît qu'il y a donc une fameuse guerre de succession entre vous et Ahmed Bakayoko pour la préado. Je vous vois sourire, Monsieur le Président. Et c'était une rumeur vraiment qui persiste. Oui, je l'entends, mais voyez-vous, les rumeurs finiront par mourir de leur propre poison parce qu'on dit une guerre de succession. Quelle est cette guerre depuis des années? Il n'y a ni mort ni même blessé. Exactement. Bon, donc ça n'en est pas une. Je sais que c'est des fantasmes d'officines politiques qui considèrent que leur salut ne réside que dans la réussite de leur projet d'opposer Ahmed et Guillaume Soro. Mais nous sommes plus intelligents que ça. Donc vous riez de ce genre de... Oui, vous savez, moi, chaque année, il faut qu'on me trouve un adversaire. Avant, on m'a trouvé que j'étais en palabre avec X, Y. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ahmed. Peut-être demain, ce sera votre tour. Hein? Alors, Monsieur le Président, il y a une question de Burkinabé, de Nicolas Bouda. Il est burkinabé. D'accord. Il nous dit, alors, comment voyez-vous la crise politique qui accourt actuellement au Burkina? Surtout, que pensez-vous de la décision donc, du président de faire un référendum sur l'article 37 de la Constitution? Écoutez, il ne me revient pas, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de me prononcer sur des questions qui relèvent, n'est-ce pas, de la souveraineté burkinabé. C'est au peuple burkinabé de savoir s'ils gardent leur constitution ou bien s'ils la changent. Alors, Kouadio Kofi Léon dit, Monsieur le Président, vous et le chef de l'État voyagez beaucoup. Oui.
Voilà. À quoi servent tous ces voyages à l'étranger et vous tournez à l'intérieur du pays? N'est-ce pas du gaspillage de l'argent du contribuable? Mais enfin, disons que nous voyageons beaucoup, comme les autres aussi voyagent. Le rôle d'un député, c'est de voyager. Surtout, de ne pas être assis dans un bureau. Ça, c'est bien. D'abord, le député doit être avec le peuple dans le tréfonds du pays, dans les confins de notre territoire. Le député doit être dans la campagne, au village, pour savoir saisir les problèmes donc, des populations. Quant au voyage à l'extérieur, aucune institution ne peut vivre en autarcie. Alors, évidemment, c'est comme si je vous demandais, à vous, Christelle, Claude Barthelone est venu ici. Peut-être que les députés ou la population française peut dire, mais pauvre Barthelone voyage. Est-ce que c'est pas... Non. Mes voyages ont rapporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai pu obtenir, grâce au gouvernement américain, 30 millions de dollars pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si j'étais assis dans ma maison, on aurait eu cet argent. Et grâce aux 30 millions de dollars que les Américains nous ont donnés, mon bureau a été réhabilité, les députés sont sur le terrain. Quand je suis allé donc, en Chine, la Chine a donné 40 millions de yens. J'ai dédié cet argent à la SICAN. Donc, voyager utilement, voilà, donc apporte des choses. D'ailleurs, je suis allé en Corée, je suis allé au Japon et on voit que de plus en plus les résultats sont concrets et c'est une bonne chose. Aussi vers nous. Oui, ils viennent aussi vers nous. Alors, Monsieur le Président, pensez-vous, ça c'est la question donc, de Berthé Idrissa, pensez-vous à la présidentielle de 2020 en vous rasant chaque matin? Christelle, dites-moi, est-ce que je suis rasé? Non. Voilà. Donc, c'est répondu. Mais qu'est-ce qui vous arrive de le faire? Hein? Parce qu'une fois, vous étiez revenu de voyage, vous avez tout enlevé. Oui. Ah, donc vous suivez? Ah bah oui, on suit. Donc, quand rarement il m'arrive de me raser, oui. Évidemment, je peux me permettre donc de penser à toutes les situations de mon pays. Mais sachez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis plutôt un homme de conviction, un homme de mission. Aujourd'hui, je suis président de l'Assemblée nationale. Donc, mon objectif, c'est déjà de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit rayonnante et rayonne dans le pays. D'accord. Alors, après donc Berthé Idrissa, Swalio Timité nous dit, Monsieur le Président, l'appel de Daoukro n'est-il pas un piège du PDCI pour faire disparaître le RDR et garder le pouvoir indéfiniment après 2020? Non, ça c'est un esprit de complotite. Non, le président Bédié est un homme de parole, un homme sincère, c'est quand même un homme d'État, il a été président de la République, non. Donc je crois, en tout cas en ce qui me concerne, je fais confiance au président Bédié, c'est un homme de parole et il est sincère. Diaby Ismaël Abdulkader, que souhaitez-vous que l'histoire retienne de vous en tant qu'Ivoirien et surtout en tant que personne qui est passée donc différents moments aux institutions de la Côte d'Ivoire, à la primature, vous avez été là-bas et vous êtes parti de façon dont vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. La voiture est là, hein, ma petite voiture. Voilà, alors pourquoi pas de cortège? Pourquoi voyez-vous... pourquoi se différencier des autres? Non, voyez-vous, être Premier ministre dans une république, ce n'est qu'une fonction, ce n'est pas un métier. Donc le jour où la fonction, vous pouvez l'exercer pour un moment et puis la laisser. Ce n'est pas un métier. Donc on ne fait pas une fixation. Voilà, je ne fais pas une fixation, ce n'est pas un métier. Donc, quand il est arrivé que je démissionne, j'ai dit à ma sécurité, qui d'ailleurs était inquiète, j'ai dit non. Je deviens, du moment où je ne suis plus Premier ministre, je deviens un citoyen lambda. Je ne veux plus emprunter un véhicule de l'État, de l'administration. Envoyer mon véhicule, je retourne. Ça fait le buzz, ça crée le buzz. Ah, ok. Est-ce que c'était voulu ou c'était... Vraiment, je le ressentais comme ça. Moi, je le ressentais comme ça. Je voulais montrer aux Ivoiriens qu'on peut démissionner de la primature et puis ne pas être triste et malheureux parce qu'on a démissionné. Passons à la question de Pascal Seri. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance des États africains, vous l'avez dit, qui ont commencé à modifier les constitutions pour supprimer les limitations de mandat? N'est-ce pas un recul de la démocratie? Disons que, une fois de plus, permettez-moi de dire que c'est à chaque peuple de décider de son destin.
Sinon, autrement, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Est-ce que c'est un pays antidémocratique? Vous pensez qu'il y a une différence entre ce qui se passe souvent, les mêmes choses qui se passent en Europe se passent en Afrique, et on trouve que l'Afrique, on n'est pas démocrate? Voilà, c'est-à-dire que je pense que le mimétisme en politique, ça rime à rien. Chaque peuple de forger. En Chine, le président n'est pas élu au suffrage direct. Ok? Il n'est pas élu au suffrage direct. Ça n'empêche pas la Chine d'être la deuxième puissance économique du monde. Bon, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Chine. Je parle par exemple de l'Allemagne. Angela Merkel a son 3e mandat. Est-elle devenue dictateur subitement? L'Allemagne est quand même la première puissance économique de l'Europe. Vous voyez? Bon, donc c'est à chaque peuple, et je pense qu'il faut laisser à chaque peuple son génie créateur. Au Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Est-ce qu'ils sont plus pauvres que le Burkina? Enfin, je n'en sais rien. Donc, laissez à chaque peuple de façonner son destin. Si vous voulez imposer à chaque peuple des stéréotypes, vous pouvez amener ces pays-là à la confrontation, à la guerre. Alors, Monsieur le Président, une question de Geneviève Dibi qui a rapport avec le Nigeria. Oui. Elle nous dit: que pensez-vous de Boko Haram qui enlève les jeunes filles, détruit des villages entiers et assassine des milliers de personnes? Pourquoi donc les Africains sont obligés de faire appel à l'Occident pour combattre Boko Haram? Non, disons que le terrorisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc le terrorisme international. On voit bien que le terrorisme est parti donc, de l'Asie, l'Afrique de l'Est, et fait migration en Afrique de l'Ouest, nécessite qu'une coalition, n'est-ce pas, donc, puisse combattre ce terrorisme-là. Il faut le reconnaître, les armées africaines n'ont pas été préparées à ce type de guerre. Parce que le terrorisme, ce n'est pas la guerre conventionnelle. C'est une autre forme de guerre, c'est une autre menace. Et malheureusement, nos armées n'étaient pas totalement outillées, préparées pour combattre ceci. Donc maintenant, le terrorisme, que l'Occident vienne nous aider, je ne vois aucun mal en ça. Parce que de toute façon, le terrorisme est en train de chercher sur le globe terrestre un territoire pour s'installer, pour créer un État. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui est concernée, c'est le monde entier. Tout le monde est concerné. Mais on revient en Côte d'Ivoire avec, on va dire, l'actualité sanitaire. Que pensez-vous? Ça, c'est une question de Gueux Jean-Louis. Ne pensez-vous pas qu'il est dangereux de rouvrir les frontières de la Côte d'Ivoire avec les pays atteints par le virus Ebola, Monsieur le Président? Non, je pense que le gouvernement a pris une décision heureuse d'ouvrir les frontières. On ne peut pas donc dire que nous sommes pour l'intégration, nous sommes pour la solidarité, nous sommes pour la fraternité et puis fermer la Côte d'Ivoire. Comment se protéger alors? Justement, le gouvernement a trouvé les solutions appropriées. D'ailleurs, quand mon collègue Claude Barthelone est venu, nous sommes allés visiter à Yopougon un dispositif de lutte anti-Ebola. Donc, la Côte d'Ivoire doit assumer son leadership. Et assumer son leadership, c'est justement quand quelqu'un donc, est en difficulté, soutenir la personne. Si ici en Côte d'Ivoire, le virus Ebola s'était déclenché en Côte d'Ivoire et que tous les autres pays avaient fermé leurs frontières, que diriez-vous? Touré Binet, elle, je suppose qu'elle souhaiterait faire partie de votre fondation, se demande comment faire partie de la fondation SKG. Je pense que la fondation a un site internet, a des contacts, elle pourrait aller sur le site. De cette fondation? Oui, elle peut être, elle peut être membre. C'est ouvert à tout le monde? Elle est ouverte. D'accord. Alors, Kone Innocent nous dit: Excellence, si demain vous n'êtes plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que feriez-vous? Et il rajoute: merci de me répondre. D'accord, mais c'est gentil. Disons que j'étais Premier ministre hier, je ne le suis plus sans être malheureux. Demain, si je ne suis pas, voilà, j'ai fait ma période de chômage comme tous les chômeurs. D'ailleurs, je suis solidaire d'eux. Demain, si je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, j'ai une ferme au village. Et je fais de l'élevage, tout un champ, des plantations, de mangue. Voilà, j'ai une vraie ferme. Donc je serai dans ma ferme. Oui, je serai planteur, je vivrai dans ma ferme tranquillement. Il n'y a absolument aucun problème. Toute la ville et tout son confort pour aller... Bien sûr que je ferai des excursions ici, mais je me sentirai plus à l'aise donc dans ma ferme.
D'accord, on reviendra pour ma retraite. On reviendra là-dessus. D'accord, très bien. Nous avons une question de Alain Modeste. Il nous dit, est-il vrai, Excellence, que vos enfants vont à l'école en Côte d'Ivoire et non pas à l'étranger? Il rajoute, malgré vos grands moyens. Si oui, pourquoi? En d'autres temps, je ne vous aurais pas dit où se trouvent mes enfants. Mais aujourd'hui, la paix est revenue. Mes enfants sont à Abidjan. Ils font... oui, non, mais je pense que les enfants, non, les enfants ont besoin de leur père, de la famille recomposée. En 2002, j'ai été contraint, pour des raisons de sécurité et de force majeure, de les envoyer à l'extérieur pour vivre, s'y réfugier. À partir du moment où la paix est revenue dans mon pays, j'ai fait venir mes enfants pour avoir une vie familiale. Vous savez, c'est pas drôle d'être coupé de sa progéniture. Déjà que, même quand ils sont là, on a de la difficulté à leur consacrer du temps. Voilà, tout à fait, par nos charges accaparées que nous sommes. Donc ils sont là, ils vont à l'école normale. D'ailleurs, je les ai visités dans leur école récemment. Oui, tout à fait. Allez voir les maîtres. Ah oui, j'ai joué au bon père. Au bon père, je suis allé voir les enseignants, j'ai vu... Et vous leur dites quoi? Quel est le message que vous leur donnez? Les enseignants? Oui, de vos enfants. Déjà, je suis allé les saluer parce qu'il y a des réunions de parents d'élèves, etc. Donc je suis allé les saluer. J'ai cherché à savoir comment ils évoluaient, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce que je devais faire. Donc c'est moi plutôt qui ai réclamé des conseils. Ok, d'accord. Et quel genre de papa vous êtes? Ah, écoutez, non, vous savez, quand, comme moi, vous n'avez pas eu le temps de voir grandir vos enfants, ce n'est pas les quelques minutes que vous leur consacrez que vous serez le père fouettard. Donc ils vous tiennent, parce que les enfants, c'est ça? En quelque sorte, en quelque sorte. Ils vous manipulent? Je dois l'avouer un peu que, je suis manipulé. Alors, Yeo Jean-Charles nous dit, quelle est votre place au RDR? Là, nous revenons en politique. Et surtout, quelle est la place des forces nouvelles dans le RDR? Oui, mais je suis militant du RDR. J'ai été candidat au nom et pour le compte du RDR à Ferkessédougou. Après ça, j'ai été élu. Le RDR a posé ma candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Et l'a soutenu, l'a parrainé, etc. Donc je suis militant du RDR. Oui, je suis tout simple militant pour le moment. Hein, le congrès du RDR devra se tenir un jour ou l'autre. Alors donc maintenant, si les militants du RDR pensent que je peux occuper une responsabilité au sein de ce parti, ce sera avec ravissement que je donnerai mon accord. D'accord. Alors, Président, dans quelques instants, nous allons donc terminer l'entretien, mais avant, on va juste voir quelques côtés. Qu'est-ce que vous aimez manger? Écoutez, je ne suis pas compliqué en nourriture. Les Anglais disent « I eat seafood ». Seafood. Seafood. Ok. Qui peut vouloir dire aussi « I eat the food I see ». Hein? Parce que seafood, c'est fruits de mer. Mais que je vois, je mange tout ce que je vois. C'est quoi, par exemple, votre préféré? Non, mais moi, je suis un petit senfou, vous savez. Hein, je mange le thon avec la sauce choron. J'aime bien ça, c'est bio. C'est bio. Voilà. Là, j'ai jamais mangé. Donc je vais vous inviter. C'est avec des feuilles d'haricots. Hein? Voilà, ce sont des feuilles d'haricots préparées sans phare. Et c'est très bon, je vous assure. Vous aimez la tiéké aussi, le garba? Ah oui, le garba me rappelle l'université. Est-ce qu'il vous arrive d'en manger en ce moment? Je vais vous raconter une anecdote. En 1995, j'étais arrêté, j'étais en prison. J'étais leader du mouvement étudiant. J'étais arrêté en prison à l'école de police. Ils ont des cellules là-bas. Et puis un jour, une âme charitable est venue me voir dans ma cellule. Et m'a dit, mais Guillaume, vraiment, j'ai une permission de sortie de l'école de police. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Alors j'ai pris 30 secondes pour réfléchir et je lui ai dit du garba. La personne dit, mais on veut t'acheter de la bonne nourriture, tu parles de garba. Mais j'avoue que ce jour-là, c'était du garba que je voulais manger. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous continuez? Oui, de temps en temps, je m'offre un bon garba. Hein, mais ne le dites pas aux internautes. Hein. Voilà. Avec du piment ou pas? Avec du piment, c'est bon pour la santé. Merci. Alors, côté musique, Excellence, vous êtes très musique ivoirienne ou Oui, moi j'aime toute une variété. Hein.
la musique ivoirienne. J'ai beaucoup aimé, adoré, paix à son âme, c'était Ernesto Djedje. Ah bon? Non, je ne sais pas danser, mais j'ai adoré vraiment cet artiste-là. Voilà. Et on a la nostalgie d'Ernesto Djedje. Jusqu'à présent. Ah oui. Maintenant, quel jeune pourrait reprendre le flambeau d'Ernesto Djedje dans notre pays? Parce que ces musiques-là, il ne faut pas les laisser mourir, disparaître. À l'extérieur. Moi, j'aime la musique congolaise. Mais vous ne dansez pas. Je ne sais pas bien danser, mais je vous promets d'apprendre. C'est quoi, c'est la rumba? Oui, il y a la rumba, Oui, j'aime bien leur style. Et je pense qu'ils ont pu exporter leur musique. J'étais à Kinshasa, je leur ai dit qu'ils étaient de vrais ambassadeurs de la musique africaine. Depuis les indépendances d'ailleurs. Qui n'a pas dansé, nos parents, on les voyait fredonner, donc Indépendance Tcha-Tcha et bien d'autres titres. Mais est-ce que vous aviez l'occasion, justement, avant de venir ici à Abidjan, quand vous étiez à Ferké, est-ce que vous aviez le temps de bouger un peu mais est-ce que vous savez qu'au lendemain des indépendances, l'une des plus grandes boîtes de nuit, quasiment de ce triangle Burkina, Mali et Côte d'Ivoire était à Ferké. Ah bon? Ah oui. Il y a même de grands orchestres. Non, moi je n'étais pas encore né, mais mes parents me racontaient. Ah bon? D'ailleurs, il y a M. Siroué Kibafori Joachim. Là où il habite, c'est là que se trouvait cette boîte de nuit. Okay. Les orchestres venaient de Kinshasa. Et qui allaient jusqu'à Ferké? À Ferké. Oui. Ben ça, on ne savait pas. Ah voilà, il va falloir qu'on aille. Au moins, je vous apprends une chose ce soir. Il va falloir qu'on y aille. Alors, Président, dans votre garde-robe, quelles sont les couleurs qu'on peut retrouver? J'aime le bleu. Le bleu, ça fait bien habillé. C'est la tenue professionnelle. Quand je vais à l'Assemblée, j'aime beaucoup le bleu nuit. Mais est-ce qu'on pourra un jour voir le président en jean, polo? Absolument. Je vais enrichir ma garde-robe de jean, de polo et tout ça. Mais vous n'avez pas l'occasion d'en porter souvent aussi? Oui, parce que il y a la contrainte de la fonction. Alors, si vous me voyez commencer à aller en jean à l'Assemblée nationale, c'est vous-même qui allez m'interpeller. Excellence, nous sommes au terme de notre entretien. Oui. Et la toute dernière question, évidemment, qui intéresse les internautes, c'est de savoir pourquoi vous avez donc cette initiative de créer une web TV. Non, je pense que ce sont des outils modernes dont on ne peut plus se passer. Bientôt, dans 2 ans, dans 5 ans, je n'en sais rien, on n'aura même plus le temps de regarder la télévision. Les gens regarderont les émissions choisies sur leur téléphone, leur tablette, etc. Surtout quand on passera à la 4G. Donc pourquoi ne pas s'y mettre? Donc je pense, et puis surtout donner la possibilité aux citoyens lambda qui est sur Internet de pouvoir avoir accès à l'information, à nous-mêmes, à des questions côté jardin, côté donc officiel. Donc je pense que c'est une bonne chose et vraiment je suis content que mes équipes aient réussi, n'est-ce pas, à mettre de façon concrète ce projet-là sur la table. Ce qui veut dire que vous seriez prêt à répondre un jour en direct aux sollicitations des internautes? Dès que les internautes le souhaiteront, je suis un homme de mission. D'accord. En tout cas, chers internautes, merci de vos réactions, de vos questions. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez avoir donc cette émission et les contacts du président. Alors pour le Twitter, vous avez @sorokaguillaume, le site web guillaumesoro.ci et à voir cette émission sur la web TV guillaumesoro.tv. Facebook, Guillaume Soro. Je reprends, Twitter, @sorokaguillaume, site web guillaumesoro.ci, web TV où vous avez cette émission guillaumesoro.tv et Facebook Guillaume Soro. Allez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera sûrement une prochaine fois. Excellente journée à vous. Au revoir.